Bonjour à tous, bienvenue sur Balade Parisienne, le site qui vous fait découvrir Paris à travers son histoire, son architecture et ses légendes. Nous avons fini l'exploration des hôtels particuliers à numéro impair. Nous faisons demi-tour et cette fois allons explorer les bâtiments pairs de la place Vendôme. Bâtiment numéro 28, hôtel Gaillard de la Bouxière. John Law de Loringstone, encore lui, acquiert la parcelle en 1706. Il y fait construire l'hôtel à partir de 1711 par l'architecte Jacques Saint-Gabriel, encore lui, dont il cède l'usufruit au fermier général et secrétaire du roi Louis XIV, Paul-Étienne Brunet de Rancy. En 1724, Gilles Brunet de Rancy, fils du précédent, devenu entre-temps propriétaire de l'immeuble, vend l'hôtel au fermier général Jean Gaillard de la Bouxière, seigneur de Gagny. En 1759, à la mort de ce dernier, l'hôtel échoua à son gendre, le marquis Jean-Hyacinthe Hoccart de Montfermeil, puis à son fils, Jean-Emmanuel Hoccart de Maison-Rouge, qui le cède en 1766 en faveur du ministre de la Marine, Arnaud de la Porte. Il le conserve jusqu'à son décès en 1792, année durant laquelle il est acquis par maître Marc Collin, notaire, qui le cède avec ses charges à son successeur, maître Alexandre Rousseau, en 1816. L'hôtel est acquis l'année suivante par Jacques Amable Borin, qui loue notamment une boutique au rez-de-chaussée au pharmacien et apothicaire anglais Peter Paris pour un bail triennal de 9 ans conclu le 30 avril 1841 au loyer annuel de 2200 francs. Borin transmet l'hôtel en 1887 à sa fille Clarisse Joséphine Angélique à l'occasion de son mariage avec Jean-Étienne Regnault-Nittot, fils de François Regnault-Nittot, lui-même fils de Marie-Étienne Nittot, fondateur de la joaillerie Chaumet. La famille Nittot en reste propriétaire jusqu'au début du XXe siècle. L'hôtel est aujourd'hui la propriété de la famille Colban, repreneur de la maison Charvet en 1965, dont la boutique y est installée depuis 1981. Bâtiment numéro 26, hôtel de Nocé. Charles de Nocé, premier gentilhomme de la chambre de Régent, acquiert la parcelle à la fin de l'année 1716 et y fait construire de 1717 à 1718 sa résidence parisienne par l'architecte Germain Beaufranc. En 1720, ce dernier levant à Gaspard Moïse Augustin, marquis de Fontagneux, contrôleur général du garde-meuble de la couronne, qui s'en sépare 2 ans plus tard. En 1760, Jean Cottin, directeur de la Compagnie française des Indes orientales, acquiert la bâtisse. Elle est revendue par son fils, Jean-Louis Cottin de Guibeville, en 1782 au minéralogiste Jean-Baptiste Gigot d'Orcy. Il y installe son cabinet d'histoire naturelle. Après la Révolution, en 1801, l'hôtel entre en possession du notaire Marc Collin, qui le revend au doreur et encadreur Marc-Antoine Chaise en 1814. Ce dernier transforme le bâtiment en immeuble de rapport. Plusieurs locataires célèbres y séjourneront jusqu'au début du XXe siècle, notamment le marquis de la Baume, l'ébéniste François Linck, le bottier Pietro Iantorni et le comédien Lucien Guitry. La locataire la plus célèbre est, sans conteste, la comtesse Virginia de Castiglione, maîtresse de l'empereur Napoléon III, qui y vécut cloîtrée de juin 1878 à sa mort en 1894. L'appartement était maintenu dans une semi-obscurité constante. Les volets étaient fermés et les murs tendus de noir. Les miroirs étaient proscrits car la comtesse refusait de contempler les outrages du temps sur son visage. Dans cet état d'esprit, elle ne sortait de son appartement qu'à la nuit tombée. En 1893, le joaillier Frédéric Boucheron acheta l'immeuble pour y installer son magasin. Il est le premier à quitter le Palais Royal pour venir ouvrir sa boutique sur la place. Encore aujourd'hui, l'hôtel est occupé par Boucheron, devenu une marque du groupe Kering, qui acquiert la totalité de l'édifice en 2016. L'année suivante, l'immeuble est entièrement restauré sous la houlette de l'architecte des bâtiments de France Michel Goutal et du décorateur Pierre-Yves Rochon.
Les travaux visent à retrouver les volumes d'origine et à cette occasion, l'édifice se voit notamment doté d'un appartement occupant l'intégralité du deuxième étage, destiné à offrir un séjour familial aux meilleurs clients de Boucheron. L'hôtel de Nocé hébergea également la maison Clitia, marque fondée par Victor-François Merle et Marie-Élise Valentin-Lebrun. Ils y créèrent le premier institut de beauté. La boutique offrait des soins en cabine dès 1950 dans des sortes de boxes de sudation en bois fermé dans lesquelles les clientes étaient assises, laissant seulement apparaître leur tête. Parmi ces clientes figuraient l'infante Eulalie d'Espagne, la reine Javidan d'Égypte, la star de l'opéra russe Lydia Lipkovska, ainsi que des membres de la cour de Russie. Bâtiment numéro 24, hôtel Beaufranc. La parcelle est acquise par l'architecte Germain Beaufranc qui s'y construit un hôtel entre 1713 et 1715. Il le revend dès la fin des travaux au commis des finances Thomas Quesnay. Celui-ci s'en sépare en 1724 en faveur du comte Séraphin Rioult de Curzay, receveur général des finances du Poitou. Ce dernier s'y éteint en 1738 et l'hôtel est vendu par sa fille en 1746 à Nicolas Mouchard de Chaban. Le fils de ce dernier en hérite et le loue de 1787 à 1793 à Jean-Baptiste François Gigot d'Orly, qui y installe un cabinet d'histoire naturelle. En complément donc de celui que nous avons vu précédemment. Après la Révolution, l'hôtel est acquis par Jacques-Jules Michaud de Montblin, qui le loue à la famille des Boyves. Ceux-ci y installent une pension de famille dans laquelle descend, le 1er septembre 1824, l'alpiniste britannique Anne Lister. Albertine Aline d'Orgland, née Michaud de Montblin, hérite de la propriété. Ses descendants la conserveront jusqu'au début du XXe siècle. De 1904 à 1913, la maison d'orfèvrerie Cardeillac s'installe au rez-de-chaussée, suivie par la verrerie de René Lalique. De 1914 à 1929, le premier étage est occupé par les salons de la maison de couture de Georges Deuillet, puis de 1931 à 1933 par la maison de couture Agnès Drécoli et la maison Grignon-Hennequin. La Banque de la Seine occupe quant à elle le deuxième étage de 1924 à 1928. Aujourd'hui, l'édifice est occupé par la boutique de joaillerie Van Cleef & Arpels et par le siège de la société Carminac. Bâtiment numéro 22, hôtel de Ségur. La parcelle est acquise en 1705 par le financier Alexandre L'Huillier et reste dans sa famille jusqu'en 1718, date à laquelle elle est vendue à John Loudon Orriston, qui fait construire l'hôtel par Jacques Saint-Gabriel. Dès la fin des travaux, en 1720, l'hôtel est vendu à la comtesse de Parabère, maîtresse du régent, qui en fait sa résidence. En 1732, la comtesse se sépare de l'édifice en faveur de Nicolas-Alexandre de Ségur, président à Mortier au Parlement de Bordeaux, qui en fait sa résidence parisienne jusqu'à son décès en 1755. 2 ans plus tard, ses 4 filles cèdent l'hôtel au fermier général François-Pierre de Cluzel, dont le fils le revend en 1766 à Antoine Bourboulon, avocat au Parlement de Paris. L'année suivante, l'immeuble est loué à la Caisse d'Escompte, puis passe au fermier général Jean-Baptiste Magon de la Balue. En 1795, ses descendants le vendent au général comte Pierre-Augustin Hulin, commandant des grenadiers de la garde impériale. Le soir du 23 octobre 1812, à la tête d'un régiment d'infanterie, le général Mallet fait éruption chez Hulin et lui tire dessus, lui fracassant la mâchoire. Mallet se rend ensuite au numéro 7 et tente de prendre possession de l'état-major de Paris, après avoir annoncé la mort de Napoléon en Russie et la vacance du pouvoir. Mallet est arrêté par le colonel Doucet et son adjoint Laborde, chef de bataillon. Ceux-ci le font ligoter et enfermer en prison. Mallet et les participants au coup d'État sont traduits le 29 octobre 1812 devant un conseil de guerre. Ils seront fusillés le jour même dans la plaine de Grenelle. Au début du XXe siècle, l'hôtel appartient à la famille Delfau de Pontalba. Il est loué, entre autres, au financier Isaac Pereire, au prince de Capone et au baron de Gargan, ainsi qu'à la ville de Paris et à l'état-major de la garde impériale sous le Second Empire.
De 1872 à 1874, à la suite de la destruction de l'hôtel de Salm, pendant la Commune de Paris, l'hôtel est loué à la Grande Chancellerie de la Légion d'honneur. En 1906, le joaillier Van Cleef et Arpels s'y installe. Après la Seconde Guerre mondiale, les boiseries du salon dit Beaufranc, exécutées par les menuisiers Taupin, Le Goupil et Desgoulons, entre 1720 et 1723, sont démontées et envoyées à l'hôtel de Masseran, dans le 7e arrondissement, à la demande du baron Élie de Rothschild. Bâtiment numéro 20, hôtel de Parabère. Sur une parcelle acquise en 1703, Nicolas Jérôme Herlot fait construire de 1703 à 1705 sa demeure par l'architecte Germain Beaufranc. Sur son testament, datant de 1710, il fait don de son hôtel à Élisabeth Thérèse Le Rebourg, épouse du ministre Michel Chamillard. Herlot s'éteint en mai 1716 et le fils de Chamillard, le marquis de Cany, 2 mois plus tard. L'héritage se transmet alors aux enfants mineurs de ce dernier. Michel Chamillard, exécuteur testamentaire de son fils et tuteur légal de ses petits-enfants, fait néanmoins cadeau de l'hôtel à la comtesse Madeleine de la Vieuville, veuve de César Alexandre de Baudéan, Parabère, le 2 avril 1717. Présent d'un amoureux transi? Pas vraiment. Dans l'inventaire réalisé à la mort de la comtesse, un contrat indique qu'elle a acheté l'hôtel pour la somme de 126 000 livres. Est-ce que cet argent est réellement revenu aux petits-enfants de Chamillard? Ça, rien ne le prouve. Toutefois, en 1720, elle décide de louer les lieux à Charles de Nossé. En 1764, l'édifice devient la propriété d'Élisabeth de Ligniville, veuve Corday de la Garde. Celle-ci le loue au duc Jacques-Charles de Fitz-James de 1780 à 1785, puis à la banque Patch et Compagnie de 1788 à 1789, au comité de l'Assemblée constituante en 1790 et enfin à la Compagnie française des Indes orientales à partir de 1791. En 1805, l'hôtel est acquis par Jean-Baptiste Joseph Boscari de Villeplaine, puis loué au duc de Lévis à partir de 1815. Le baron décède en son hôtel le 28 décembre 1827 et sa veuve s'y éteint à son tour le 13 avril 1850. En 1851, l'hôtel est acquis par Louis-Martin Leboeuf, régent de la Banque de France, banquier, propriétaire des faïenceries de Creil et de Montereau et homme politique. L'hôtel devient ensuite la propriété de l'industriel Gustave Lebaudy, qui y décède le 29 décembre 1889. Son fils en hérite ensuite et, en 1905, fait notamment retirer de la cour intérieure un bas-relief provenant du château de Rosny-sur-Seine, attribué au sculpteur Glodion. Soucieux de présenter les tableaux et objets d'art dont ils font le commerce, les frères Duvaine demandent en 1907 à l'architecte René Sergent de bâtir un petit palais en fond de cour. Le bâtiment est achevé l'année suivante. Sergent mélange des éléments du petit Trianon versaillais à ceux de Gabriel. C'est ainsi qu'au fond d'une cour dallée de marbre rose et blanc se dresse un petit pavillon dont la façade est rythmée par 4 colonnes corinthiennes cannelées, comme vous pouvez le voir sur cette image. Un perron de 6 marches, gardé par 2 sphinges au regard tourné vers le visiteur, donne accès à la boutique. Les fenêtres du rez-de-chaussée sont bordées de balustrades en pierre, tandis que celles du premier étage sont en ferronnerie. Au-dessus d'un entablement classique, une corniche supporte une balustrade de pierre ornée de pots à feu qui dissimule le toit. De chaque côté de la façade, les murs étroits sont décorés de bas-reliefs représentant une athénienne surmontée d'une cassolette fumante. Aujourd'hui, le bâtiment appartient au groupe financier Ardian. Bâtiment numéro 18, hôtel Duché des Tournelles. Nicolas Jérôme Herlot acquiert la parcelle en 1703 afin d'agrandir son premier investissement au numéro 20. Il la lègue en 1710 à Michel Chamillard, auquel il doit une grande partie de sa fortune. Celui-ci la cède alors à son fils, Michel de Chamillard, marquis de Cany, qui n'a pas le temps d'en profiter car il décède en 1716. Sa veuve, Marie-Françoise de Rochechouart-Mortemart, vend la parcelle, toujours nue, à Guillaume Cressard, syndic des rentes de l'hôtel de ville en 1723. Il y fait construire un hôtel par l'architecte Germain Beaufranc. L'hôtel est revendu 10 ans plus tard au fermier général Louis-Auguste Duché des Tournelles.
À sa mort en 1750, l'édifice est transmis à sa fille unique, Élisabeth Louise de Sepot, qui, n'y résidant pas, le loue au fermier général Port Randon de Boissé. En 1769, la marquise apporte l'hôtel en dot lors de son mariage avec Nicolas François Julie de la Tour d'Auvergne, qui le revend en 1774 à Jean-Louis Milon d'Inval, receveur général des finances, dont la famille le conserve jusqu'en 1836. Dans les années 1850, il est la propriété de la famille de Sérandy, puis en 1886, il appartient à la famille de Montgermont. De 1868 à 1889, l'hôtel accueille également le Cercle des Mirlitons, où la jeunesse élégante du Second Empire y jouait la comédie. En 1897, la maison de parfums et cosmétiques Ed Pinot y installe son siège social. Un siècle plus tard, en 1997, la maison Chanel l'acquiert et y fait réaliser d'importants travaux de rénovation. Ceux de 2007 sont dirigés par l'architecte américain Peter Marino. Bâtiment numéro 16, hôtel Moufle de la Tuilerie. Nicolas Jérôme Herlot acquiert la parcelle en 1710. À sa mort, ses héritiers la vendent le 5 mars 1720 au financier John Law de Lauriston. Ce dernier est obligé de s'enfuir à Venise quelques mois plus tard. Tous ses biens sont saisis, dont la parcelle du numéro 16, qui est vendue à l'entrepreneur Pierre Grandhomme le 18 mars 1723. Il y fait construire un hôtel par l'architecte Germain Beaufranc. L'édifice est vendu à Barthélemy Moufle de la Tuilerie, trésorier général de la Marine, en 1733. À sa mort, sa fille et son gendre, Aymar Félicien Beaufin de la Saône, lieutenant-colonel des gardes françaises, héritent de l'hôtel. En 1772, leur fils, Noé Beaufin de la Saône, maire et gouverneur de Bordeaux, hérite de l'hôtel. N'y résidant pas, il le loue en 1778 à Franz Anton Mesmer, docteur allemand inventeur du magnétisme, sur lequel nous reviendrons un petit peu plus tard. Jean-Pierre Serre acquiert l'hôtel en 1785 et y fait réaliser de nombreux travaux. Son fils conservera l'hôtel jusqu'en 1821, puis le revend à Louis-Gilbert Roche des Escures. En 1854, l'édifice est loué au journal Le Moniteur universel, puis revendu en 1886 à la ville de Paris, qui le conserve jusqu'en 1938. À cette date, il devient la propriété d'une société immobilière basée en Suisse. Bâtiment numéro 14, hôtel de la Phare. L'architecte Jacques Saint-Gabriel acquiert la parcelle en 1702 et construit l'hôtel pour son beau-père, Mathurin Beignet, avocat au Parlement en 1704. À peine achevé, il est vendu au financier Claude-François Paparel. Ce dernier, emprunt à des malversations financières avec son gendre, le marquis Philippe Charles de la Phare, est condamné à mort en 1716. Le marquis vend l'hôtel 3 ans plus tard à Louis-Nicolas Le Tellier de Souvray, second fils de Louvois. Paparel, finalement gracié, casse cette vente et le revend la même année à Simon Leclerc. En 1778, les descendants de ce dernier le vendent au fermier général Julien Lenormand, qui le met alors en location. Sa famille en reste propriétaire jusqu'en 1817, date à laquelle celle-ci s'en sépare au profit du comte James Alexandre de Pourtalès, qui le revend en 1840 au duc Armand François de Richelieu. En 1848, l'édifice est vendu à l'industriel Constancet, qui y fait réaliser de nombreux travaux d'embellissement, notamment en 1805 par Paul Baudry. En 1853, Madame Barène, chapelière, occupe une partie du rez-de-chaussée pour son atelier et présente ses modèles dans un salon du premier étage où notamment elle a pour cliente l'impératrice Eugénie de Monthiran. En 1871, à la mort de son père, Jeanne Say hérite de l'hôtel et y réside jusqu'à sa mort en 1916. Sa fille le vend alors à la banque américaine JP Morgan Chase & Co. Bâtiment numéro 12, hôtel Baudard de Saint-James. En 1699, la parcelle est acquise par le financier Mathurin Beignet, en même temps que celle du numéro 10. Elle est revendue l'année suivante à Louis Dublineau, docteur en Sorbonne, prieur de Longchamp, qui charge l'architecte Jacques Saint-Gabriel de lui construire un hôtel.
En 1702, il lançait l'usufruit au marquis Louis-Urbain Aubert de Tourny et la nue propriété aux enfants de ce dernier. En 1777, l'hôtel est acquis par Claude Baudard de Saint-James, trésorier général de la Marine, qui y fait réaliser les décors intérieurs par François-Joseph Bélanger et le peintre Jean-Jacques Lagrenet. Aujourd'hui, il s'agit du grand salon de réception du joaillier Chaumet. En 1814, l'hôtel est acheté par le banquier Isaac Thuret, où il reçoit somptueusement son nouveau souverain Guillaume Ier, roi de Hollande, avec les princes des différentes nations présents à Paris, occupés par les Alliés. L'immeuble se dote d'une triple fonction. Il devient le siège de la banque Thuret & Co, celui du consulat général de Hollande et le domicile privé de la famille Thuret. En 1848, l'édifice est loué à l'ambassade de Russie en France pour 45 000 francs annuels avant d'être divisé en appartements. Frédéric Chopin occupe l'un d'eux pour 3 500 francs annuels. Il y meurt de la tuberculose le 17 octobre 1849. En 1851, la comtesse Manuela de Montero et ses deux filles, Paca et Eugenia, y louèrent un appartement. En 1853, l'immeuble est vendu à Basile Parent pour 850 000 francs. À sa mort en 1866, ses filles le revendent par adjudication à Constançay pour 1 753 000 francs. Il meurt en 1871 et l'hôtel est à nouveau mis en vente par adjudication et adjugé pour 1 401 488 francs à sa fille Marie-Charlotte Say, princesse Amédée de Broglier, en premières noces. Après avoir épousé son Altesse royale Louis-Ferdinand d'Orléans, Bourbon de la Maison d'Espagne, Marie-Charlotte vend l'édifice, le 22 février 1920, à la société minière de Penarova, appartenant à la famille Rothschild, pour 7 millions de francs. En 1971, la société vend son bien, avec le numéro 10, aux Immeubles de France, filiale du Crédit foncier de France. Le bâtiment abrite aujourd'hui la boutique, l'atelier de haute joaillerie, ainsi que les grands salons de la maison Chaumet. En 1987, le journal Le Monde révèle que le garde des Sceaux, Albin Chalandon, possède un compte rémunéré chez Chaumet, visé par une instruction judiciaire. En 2020, le joaillier fit réaliser d'importants travaux de rénovation par l'architecte d'intérieur Patricia Gros-Demange. Bâtiment numéro 10, hôtel de la Tour d'Auvergne. La parcelle, acquise par le financier Beignet en 1699, est vendue à Urbain Aubert de Tourny, secrétaire du roi, receveur général des finances de Caen et président de la Chambre des comptes de Rouen en 1703. Dans le but d'agrandir sa propriété à la suite de la donation du numéro 12, le marquis fait construire un hôtel en 1711 par l'architecte Jacques V Gabriel. En 1717, poursuivi par le Trésor pour malversation financière, le marquis est contraint de vendre l'hôtel au maréchal Jean-Hector de Fay de la Tour de Maubourg, inspecteur général de l'infanterie et maréchal de France. De 1740 à 1741, Claude Dupin, fermier général, loue l'hôtel en attendant l'achèvement de sa demeure personnelle. Le maréchal se sépare de l'édifice en 1750 en faveur de Louise-François Fillon de Villemur. En 1777, la comtesse Marie-Louise Françoise de Saint-Séverin d'Aragon, fille de la précédente, vend l'hôtel au marquis Jean-Louis de Villers de Maleteste. Pendant la Révolution, ce dernier loue l'hôtel successivement au Comité des finances publiques de 1790 à 1791, puis au Comité de l'administration départementale de 1792 à 1799. À partir de 1830, le Crédit algérien, fondé en 1812, s'y installe, suivi par la Compagnie du canal de Suez en 1860. Le professeur Samuel Posy y loue un appartement de 1897 jusqu'à sa mort en 1918. La maison de couture Martial et Armand loue les étages de l'hôtel de 1906 à 1945, puis la maison Caron s'y installe jusqu'en 1949. Au sortir de la Seconde Guerre mondiale, la famille Rothschild l'acquiert afin d'y installer les bureaux administratifs de la société minière et métallurgique de Penaroya, dont elle est actionnaire majoritaire. En 1971, l'ensemble est revendu au Crédit foncier de France. Bâtiment numéro 8, hôtel Delpech de Chaumont.
En 1705, la parcelle est acquise par Pierre-Élisabeth de Fontagneux, intendant général du garde-meuble de la couronne. Il la revend en 1714 au fermier général Paul Delpech de Chaumont, receveur général des finances de l'Auvergne. Ce dernier y fait construire un hôtel par l'architecte Pierre Lemaître de 1714 à 1716. L'hôtel est loué de 1754 à 1766 au prince Marc d'Alsace et nain Liétard de Chimay. En 1771, les descendants du seigneur de Chaumont vendent l'édifice au marquis Michel-Étienne Lepelletier de Saint-Fargeau. 10 ans plus tard, son fils loue l'hôtel au marquis de Marigny, frère de la marquise de Pompadour. Le 20 janvier 1793, à la suite de son assassinat dans un restaurant de la place du Palais-Royal, le corps de Louis-Michel Lepelletier de Saint-Fargeau, député de la noblesse et partisan de la Révolution, y est apporté. Par la suite, la princesse Marie-Charlotte de Chimay y réside jusqu'à son décès en 1794. L'hôtel est vendu au notaire Louis Léger en 1803, qui le loue successivement au banquier Louis-François de la Rue, puis au duc Louis-Joseph Nompart de Caumont-la-Force. En 1871, lors de la Commune, l'hôtel est entièrement détruit par un incendie. La façade est conservée et l'hôtel reconstruit dès l'année suivante. En 2012, l'édifice est acquis par la République d'Azerbaïdjan pour 135 millions d'euros. Il accueille la joaillerie de la maison Dior, la joaillerie Mikimoto, ainsi que le cabinet d'avocats PBA et la maison de couture Valentine. Bâtiment numéro 6, hôtel Thibert Desmartrets. Sur une parcelle acquise par le financier Hubin Aubert de Tourny, puis cédée à Charles Icard, l'hôtel est construit pour ce dernier par l'architecte Robert de Cotte en 1712. 6 ans plus tard, l'édifice est vendu à Jacques Hennemont Thibert de Martrets, avocat, conseiller et secrétaire du roi Louis XIV. En 1757, l'hôtel est vendu à Jacques Pauls, avocat, fermier général et beau-père du chimiste Antoine Lavoisier, qui s'en sépare en 1793 en faveur de son confrère Nicolas Géoffroy de Villemain. L'épouse de ce dernier, Claire Catherine de Lamberty, en raison de ses fréquentations et du contexte mouvementé, est guillotinée en 1794 pour haute trahison. Jacques Pauls est guillotiné avec elle, ayant été confondu avec le mari. Villemain se remarie en 1798 avec Henriette Charlotte Eulalie Goyer de Sénecourt et s'éteint dans l'hôtel le 24 octobre 1802. Par testament, l'hôtel est légué au négociant belge Jacques Liévin van Caneghem, qui en conserve la propriété jusqu'en 1842. L'édifice est vendu à Henri-Jules Prudhomme, qui le transforme en établissement hôtelier, dans lequel le prince-président Louis-Napoléon Bonaparte résida après son élection à la présidence de la République en 1848. En 1922, la famille Prudhomme vend l'établissement à l'homme d'affaires André Million, propriétaire du Grand Hôtel, du Meurice, de l'Édouard VII et du Prince de Galles. En 1929, à la suite du krach boursier, le groupe Million est contraint de vendre l'hôtel. De 1962 jusqu'à son décès en 2008, le chanteur Henri Salvador y réside dans son appartement traversant du dernier étage, prétendant être le seul particulier à vivre sur la place. Bâtiment numéro 4, hôtel Eusier de Vologer. L'hôtel est construit en 1709 à la demande du marquis Laurent-François Eusier de Vologer, par l'architecte Jacques Saint-Gabriel. Le marquis s'éteint en 1747 et sa fille aînée, la marquise Louis-Françoise Vadeboy du Metz de Ferrières, vend l'hôtel en 1751 à Nicolas Cuisy du Fay, secrétaire du roi et sous-fermier général de Soissons. L'édifice passe ensuite à sa fille, Marie-Marguerite Élisabeth, qui épouse en 1744 Antoine-Pierre Géoffroy de Vandières. Leur fils, le comte Nicolas Géoffroy de Villemain, en hérite et épouse en 1770 Claire-Madeleine de Lamberty. En 1749, une partie de l'hôtel est louée au couple Géoffroy Chalut de Vérin et Élisabeth Varenchamp, partie qu'ils finissent par acquérir en 1751 et qui revient dans le giron du comte de Villemain en 1787 à la suite du décès de Chalut de Vérin. Le comte achète l'hôtel voisin à son confrère Jacques Pauls et laisse à sa femme la jouissance de cet hôtel.
Elle y tient un salon en compagnie de son amant, le marquis François-Camille de Polignac, jusqu'à son exécution en 1794. En 1802, le comte meurt et cède ses 2 bâtiments par testament au négociant Jacques Liévin van Caneghem. En 1842, les immeubles sont acquis par la famille Prudhomme, qui les réunit, comme je l'ai dit précédemment, pour former l'Hôtel du Rhin. En 1922, l'hôtel entre en possession d'André Million, qui fait faillite en 1929. Dans les années 1980, tous les décors d'origine sont démontés afin de transformer l'édifice en bureau. Depuis 2011, l'immeuble appartient au groupe LVMH, coût de l'acquisition 200 millions d'euros. L'hôtel sert d'écrin à la maison Louis Vuitton. Bâtiment numéro 2, hôtel Marquet de Bourgade. Sur un terrain acquis initialement par le financier Alexandre L'Huillier, l'hôtel est construit en 1714 par l'architecte Robert de Cotte pour Noël Baudet de Morlaix, huissier ordinaire de la Chambre du Roi et directeur des pépinières de Louis XIV. L'édifice est cédé après son décès au fermier général Maurice Marquet de Bourgade, puis passe ensuite à son fils, Louis Marquet de Mont-Saint-Père, qui le cède à son neveu, Maurice Alexandre Marquet des Grèves. En 1788, ce dernier le vend à Maurice Jean Raguideau de la Fosse, avocat au Conseil du roi. En 1793, sa veuve, bien que restant locataire, vend l'hôtel au vicomte Charles Gilbert Morel de Vendée. De 1796 à 1809, Louis-Antoine de Bougainville y loue un appartement. En 1808, le rez-de-chaussée accueille une pharmacie fondée par Gallois qui reste en activité jusqu'au début du XXe siècle. En 1816, le vicomte vend l'hôtel à la famille Chéronnet qui, par alliance, passe à la famille Dufour, laquelle le revend en 1862 au marquis Jean-François Hippolyte Mortier de Trévise, qui en conserve la propriété jusqu'à son décès, survenu le 30 janvier 1892. Sa fille, Marie-Léonie, en hérite et le conserve jusqu'à sa propre disparition, en septembre 1939. En 1935, l'hôtel accueille la boutique Guerlain, décorée par les artistes Alberto et Diego Giacometti, mais aussi par Jean-Michel Franck. Dans les années 1980, les décors intérieurs de l'édifice sont démontés et les pièces transformées en bureaux. Depuis 2011, l'hôtel appartient, comme son voisin, au groupe LVMH. Entre 2013 et 2017, il est redécoré par l'architecte Peter Marino et abrite les maisons Louis Vuitton et Guerlain. Pour terminer cette vidéo, une petite distraction. L'histoire des bains miraculeux du docteur Mesmer. Frédéric-Antoine Mesmer naquit en 1733 à Souabe. Il étudia la philosophie, le droit et la médecine. Quelques années plus tard, il s'émerveilla des résultats obtenus par un savant jésuite qui soulageait ses malades en plaçant un aimant sur leur corps. Mesmer s'aperçut qu'il possédait le même pouvoir. Il lui suffisait de placer ses mains sur le corps de ses patients pour les guérir. Ainsi naquit le magnétisme animal. Le docteur fonda une clinique à Vienne en 1773 où les malades étaient soignés au moyen d'émanations d'éléments métalliques, puis par le fluide humain. Les résultats n'étaient pas ceux escomptés. Une pianiste célèbre dont l'état s'était aggravé cria même au scandale. Mesmer s'exila en Suisse où il n'eut guère plus de succès. En 1778, il décida donc de venir s'installer en France et opta pour un appartement de la place Vendôme. Le docteur reçut un chaleureux accueil de la part des milieux maçonniques, soit quasiment tous les membres de la cour royale. Il organisa des séances de traitement collectif. Il plongeait ses patients dans un grand baquet en chêne rempli d'eau, de verre pilé et de limaille de fer. Les malades disposaient de tiges de fer qu'ils appliquaient sur leur mal. Une longue corde reliait les patients entre eux et au cours de la séance, ils se tenaient les mains pour former une grande chaîne de guérison. Au son d'une musique douce, le docteur apparaissait dans la pièce et touchait légèrement les malades au moyen d'une baguette. Une mise en scène théâtrale qui lui valut un succès triomphal. Il dut multiplier les baquets qui s'élevèrent au nombre de 4. L'un de ces baquets était gratuit et pourtant n'attirait personne,
car les cures de Mesmer n'attiraient que les gens fortunés. Ces derniers réservaient leurs baquets entre amis des mois à l'avance et pour un prix élevé. Les gens s'envoyaient des billets du style « Viendrez-vous avec nous ce soir? Nous avons notre baquet ». Le docteur profita de cet engouement pour créer en 1783 sa propre loge maçonnique, la Société de l'Harmonie, et y fit adhérer la plupart de ses patients. Le thaumaturge devint la proie de la vindicte des médecins. L'avocat Bergasse vint à son secours. Le magnétiseur s'engageait à renoncer à son activité si sa loge atteignait les 100 adhérents. À 100 louis la cotisation, il lui assurerait une rente de 10 000 louis, somme colossale pour l'époque. Non seulement la Société de l'Harmonie prospéra, mais elle créa des filiales en province, Lyon, Strasbourg, Bordeaux, et bien d'autres. Les académies se révoltèrent et condamnèrent le docteur qui avait voulu guérir en dehors des règles établies. Aucun de ses amis, maçons ou courtisans, ne vint à son secours. Dépité, Mesmer partit en Suisse avec les 20 000 écus d'or payés par ses disciples. À savoir que les baquets magnétiques lui auraient rapporté l'équivalent de 8 millions d'euros actuels. Des revenus lui assurant une bonne retraite, même en Suisse. Le sorcier mourut en 1815, regretté tout de même par quelques adeptes fervents. Je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle vidéo de balade parisienne. J'espère que la visite vous a plu et surtout que je vous ai aidé à découvrir un monument de Paris. Je vous dis à très bientôt sur le site et en attendant, je vous souhaite une excellente journée.